Apple. Alors, on a déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet, donc on va faire un tour d'horizon assez rapide ici. Première chose que je regarde, croissance des revenus, stabilité ou croissance ici. À long terme, on a une croissance à peu près depuis 2022, on a plutôt une stagnation ici, mais c'est pas plutôt grave parce que pendant la pandémie également, il y a eu des revenus de plus en plus élevés par rapport à la moyenne ici, d'accord? Donc, il est tout à fait normal ici d'avoir un ralentissement, donc pour une compagnie de cette taille-là, ça ne dérange pas. OK. Ensuite, on regarde la marge brute, stabilité ou croissance. On a une croissance de la marge brute. Rappelez-vous, nous sommes en période d'inflation, d'accord? Donc, les matières premières ici de ces différents produits-là coûtent un tout petit peu plus cher. Mais Apple s'arrange à avoir des marges brutes plus élevées. OK. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain pricing power quelque part. Maintenant, l'augmentation de la marge brute ici se traduit également par l'augmentation de la marge EBITDA? C'est plutôt, on va se dire, oui, si on prend si on prend les mêmes périodes, d'accord, en mettant ceci, voilà, comme ça. OK. Donc, on prend ça, on constate que au niveau de, voilà, quand on a ce point d'inflexion-ci, à ce niveau, c'est au niveau de la marge brute, on a également la même chose au niveau de la marge EBITDA. Le plus important maintenant, c'est de savoir est-ce que c'est durable. OK. Pour Apple, il y a de grandes chances que oui. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas la première fois qu'on a ce niveau de revenu, de marge-là. OK? Donc, il faut déjà savoir pourquoi est-ce qu'on a eu un ralentissement, une décroissance ici entre 2015 et 2020. Pourtant, elle vend à peu près le même type de produit. OK? Bref, je constate juste. Ensuite, on va comparer les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Quand on les met sur le même graphique ici, on constate que les deux parlent le même langage. OK? Donc, free cash flow est même légèrement plus élevé que net income. OK? Donc, on peut se dire ici que les net income représentent également la véritable rentabilité de ce business. Il y a quelques points de différence. Ensuite, on va regarder ici l'évolution du nombre d'actions. Normal pour Apple, il diminue, il baisse de plus en plus. OK. Donc, au plus haut, on avait 26 milliards d'actions. Là, on se retrouve ici à 15 milliards d'actions. Split ajusté, d'accord? Parce qu'entre-temps, ici, c'est une action qui a splitté plusieurs fois. Donc, le split ne change rien sur la valeur d'une entreprise. Ça change, ce n'est que le nombre d'actions qui augmente, d'accord? Mais en termes de valeur, sur la valeur de l'entité, ici, ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas comme une dilution. OK? Donc, ici, on regarde la dette nette sur EBITDA, histoire de voir si le niveau de dette nette augmente ou diminue. Du point de vue volume, du point de vue ratio. Dette nette sur EBITDA, c'est négatif. Donc, est-ce que le niveau de dette nette est négatif? Enfin, on marque une erreur ici. Donc, la dette nette ici est négative. Donc, ça veut dire que l'entreprise a du cash net. Près de 64 milliards de cash net. OK? On aime ça. Alors, du point de vue évaluation, ça va donner quoi? On va déjà regarder les price to free cash flow ici. Le marché paie jamais combien de fois les price to free cash flow en retenant toujours que ça reste un rendement. Ici, pour moi, en tête, je sais que pour Apple, ça sera entre 20 et 25 fois les bénéfices. OK? Et encore que sur 25 fois, il faut au moins qu'on puisse attendre une croissance moyenne de 5% sur les années à venir. Donc, je rappelle toujours ici que ce n'est pas parce qu'on a une croissance des revenus de 5% qu'on aura une croissance des bénéfices de 5%. On peut avoir une croissance des bénéfices plus élevée ou bien moins élevée. Toujours aller comparer les deux. OK? Sur les 10 dernières années ici, le marché paie à peu près 17 fois les free cash flow. Sur les 5 dernières années, 25 fois les free cash flow. Donc, ils s'emballent sur les 5 dernières années. OK? Donc, en termes de valo, ici, sur Apple, qu'est-ce que ça va nous donner? On prend ça. Je viens ici. Voilà. Donc, alors, si on se situe à 25 fois les free cash flow, et on est très gentil à 25 fois les free cash flow, toujours aller vérifier est-ce qu'on s'attend au moins une croissance moyenne de 5% sur les années à venir. C'est le cas. Alors, pour Apple, je peux faire 5%, ça ne me dérange pas parce que c'est une entité en période de maturité, on sera situé entre 17 et 20 fois les bénéfices, vu son activité ici. OK? Donc, c'est un business qui est également assez prévisible. Donc, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Donc, si les analystes s'attendent du 7 à 7,86 $ d'ici 2026, il y a de grandes chances qu'on obtienne au moins quelque chose à ces alentours-là. Enfin, dans cette zone-là, dans 7,86, 7,80 ou bien 7,90. OK. Retenez également que les estimations des analystes ont tendance à fluctuer. Il y a 6 mois, on était à 6 dollars, à 8,10 $. Aujourd'hui, par rapport au bénéfice net attendu en 2026, aujourd'hui, on est à 7,86 $. Pour 2025, c'est plutôt stable. 7,22, 7,22 ici, 6 mois plus tard. Pour 2024 également, ici, c'est plutôt stable. 6,59, 6,58.
OK? Donc, c'est pour ça que c'est toujours bien de revenir faire une mise à jour 3 mois plus tard. OK? Histoire de voir si les éléments ont changé. Le plus important, déjà, c'est par rapport au passé de l'entité. Est-ce qu'il y a de grandes chances qu'elle rapporte au moins la même chose? OK? Pourquoi est-ce qu'elle a eu ce niveau de revenu si les années précédentes? Quelle est la taille du marché? Quels sont les compétiteurs? Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les innovations ici? Je ne vous parle pas ici de tout ce qui concerne le Vision Pro ou quoi que ce soit ici. De toute façon, l'impact sera minime ici sur les résultats de Apple. Mais c'est toujours une information supplémentaire à avoir ici au niveau de l'innovation. Le plus important déjà, c'est que les produits actuels se comportent bien. Et comme je dis toujours sur Apple, ce n'est pas vraiment le nombre, ce n'est pas vraiment le volume de iPhone vendus qui m'intéresse quand moi je vais regarder du Apple. C'est le nombre d'appareils actifs. OK? Le nombre d'appareils connectés. Pourquoi? Parce que c'est à ce niveau-là que je trouve qu'il y a, que l'avantage concurrentiel de Apple se trouve. OK? Parce que la partie service, c'est la partie vraiment qui m'intéresse. C'est celle qui aura tendance à croître année après année. Dans le service également, vous avez la publicité, le digital, la publicité également ici, qui est un secteur assez intéressant. OK? Donc, moi, j'aime bien ça. Donc, sur Apple, ici, si un jour, ici, le marché se fâche parce qu'on a vendu moins de iPhone, franchement, ce n'est pas la métrique la plus importante. L'essentiel, c'est que les gens continuent à consommer au moins un produit d'Apple. D'accord? Donc, Valo, ça va donner quoi? Vu qu'on a du cashnet ici. 25 fois les bénéfices par rapport à 2026, on sera à peu près aux alentours de 196 dollars l'action. 196 dollars l'action plus le cashnet, parce qu'on n'a pas de dette nette ici. Qu'est-ce que ça va nous donner en date d'aujourd'hui? 186 dollars plus le... Ici, ça marque qu'on a une dette nette. Attention, quarterly. Je vois de la dette nette ici, 2,24$ de dette nette. Attention, je vais aller voir les états financiers à ce niveau. Ici, balance sheet. Voilà. OK. Donc, oui, la dette nette ici, il marque 35 milliards. OK. Donc, je vais essayer de reconstruire ça moi-même. Comme un equity. Où est-ce qu'ils mettent la dette ici? Liability. OK. Je ferme ça. Long terme dette ici, 95 milliards. OK, 95 milliards ici, c'est la dette à long terme. Je prends également la dette à court terme ici. Donc, les deux réunis, on est à peu près à 108 milliards. OK, maintenant, je vais aller regarder le cash net. Donc, dans cash net, vous avez ça et ça. C'est du cash net. Donc, ça fait à peu près 73 milliards. Il y a également Est-ce qu'il y a d'autres investissements ici? Ici, on met la partie long term investment. Je soupçonne cette partie-ci comme étant également du cash, d'accord? Enfin, quand je dis du cash ici, je parle d'équivalent de cash. OK, donc il faudrait encore aller vérifier ça en profondeur. Mais ces deux éléments-ci, je pense qu'on peut aller qu'à 173 ici, moins la dette nette ici, on va se retrouver aux alentours de 64 milliards de cash net. Donc je pense qu'à ce niveau-ci, la dette nette est un peu trop pessimiste à mon goût. OK, on peut souvent également, est-ce qu'on a cette information au niveau de sell maturity? Non, ce n'est pas plus grave. Donc, je pense que je vais rester avec l'information sur Coifin, du cash net ici. Dans tous les cas de figure, 64 milliards ici, divisé par 15 milliards, on aura à peu près quelque chose autour de 4 dollars en supplément. Donc, ça ne va pas changer grand-chose pour nos évaluations. Ce qui veut dire que si on reste à 25 fois les bénéfices, c'est un business qui est correctement évalué au prix actuel. 196. Donc, celui qui achète du Apple ici aujourd'hui ne surpaye réellement pas, ok, sous condition qu'on reste à 25 fois les bénéfices. D'accord? Sur les années à venir. Maintenant, au-delà de cette période-ci, est-ce qu'on va continuer à avoir une certaine croissance? Est-ce qu'on s'attend au moins à du 5%? Donc ici, les analystes s'attendent à du 12% en moyenne sur les années à venir. Je ne sais pas d'où ça va provenir. Mais franchement, c'est toujours aller vérifier. OK? Bon, et si on est pessimiste, je vais couper la poire en deux. Même pas, je vais mettre ça à 5%. D'accord? À 25 fois les bénéfices, on sera à peu près un prix aux alentours de 227 dollars d'ici 2029. D'aucuns me disent souvent, oui, mais et si le multiple augmente? Tant mieux si le multiple augmente. Mais franchement, il ne faut jamais compter sur l'augmentation du multiple ici parce qu'à 25 fois, c'est déjà assez élevé. Le multiple n'est pas pris d'une... En fait, qu'est-ce qui influence même un multiple de PER? C'est la croissance.
D'accord? C'est généralement en majeure partie la croissance et les attentes positives ou négatives, on va le dire comme ça. Et ce n'est pas tout. Il y a également d'autres éléments qui peuvent rentrer derrière, ou peut-être l'augmentation des marges, la qualité du business. Mais voilà, grosso modo, on aura généralement ici la croissance et les perspectives d'avenir. Ici, par exemple, si les perspectives d'avenir d'Apple ne sont pas bonnes, en date d'aujourd'hui, on aura un ralentissement. Quoique la croissance, ça va à peu près, ça va dans le même sens. Mais généralement, Apple peut avoir de la croissance à long terme, mais à court terme, ici, un ralentissement et les multiples vont avoir tendance à s'effondrer. Donc, faites attention ici. Quand vous payez 40 fois les bénéfices, demandez-vous toujours si la croissance attendue est vraiment justifiée dans le prix actuel, le prix est vraiment justifié pour ces 40-là. D'accord? Je n'utilise pas de PEG. Le PEG ici, c'est une métrique qui pour moi, enfin, je ne dirais pas que ça n'a pas de sens, mais franchement, je n'en vois pas l'utilité. D'accord? Une entreprise qui croit à 40% ici, je l'achète à 40 fois les bénéfices, tu as un PEG de 1, donc c'est sous-évalué. Peut-être pas. D'accord? Donc, il faut faire attention. Le plus important pour moi, c'est de voir à peu près quelle est la taille du marché. Est-ce que l'entreprise pourrait croître dans moins de 40% sur les 5 prochaines années ou bien ce sera 40% une fois? D'accord? Donc, faites attention. Euh, Ensuite, si cette compagnie a tendance à plutôt s'échanger à 20 fois les bénéfices sur les années à venir, le prix actuel, on ne surpaye pas, mais on ne s'attendra pas à grand-chose non plus. OK? Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est correctement évalué au prix actuel. Si augmentation des marges, il y a tant mieux. Si accélération des revenus, ici, il y a tant mieux parce que peut-être parce que Apple aura sorti un produit extraordinaire ou bien la publicité les revenus publicitaires vont augmenter. Je n'en sais rien, mais au prix actuel, je ne surpaye pas et c'est déjà une bonne chose. Au niveau de dividendes, ici, est-ce que ça vaut la peine d'en parler? Il y a de grandes chances qu'ils continuent à croire qu'ici, au moins de 10% par là, ça ne dérange pas. C'est pas surprenant parce qu'aujourd'hui, elle pourrait verser 3,38 et par rapport aux bénéfices nets attendus ici en 2026, ça sera peut-être probablement bien plus que ça. Donc, la croissance dividende ici sera de plus en plus élevée dans le futur. Et en plus, ici, elle rachète les actions. Donc, dites-vous ici que votre shareholder yield est bien plus élevé que ce qu'on vous présente en date d'aujourd'hui et vous devez prendre ça en considération parce que si elle voulait vous reverser aujourd'hui, par exemple, elle aurait pu vous reverser 3,6% ici en dividende parce qu'elle a utilisé 2,92% pour acheter les actions, 0,15 pour rembourser la dette, 0,51 pour payer un dividende. Les trois additionnés ici, ça vous donne le shareholder yield. Donc, si on avait pris tout le cash réservé pour les buybacks, pour le rachat d'actions et qu'on avait uniquement payé un dividende avec au prix actuel, vous aurez eu 3,6%. Pourtant, c'est affiché 0,51. Donc, il faut vraiment aller plus loin au niveau de votre raisonnement par rapport à ce dividende-là. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse gratuites jusqu'au 29 du mois de février. Merci.